Talk 01 is in hot. That's clear. You're cleared hot. Go hot. Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'appui-feu. Nous allons décoder comment se passe une mission d'aide de forces spéciales au sol en nous appuyant sur des images réelles de l'Afghanistan et du fameux A10. C'est la fin d'année, vous allez probablement regarder des vidéos, regarder des films et la représentation que vous faites de la mission d'appui-feu est peut-être assez éloignée de la réalité, même si je dois avouer que c'est assez cool, que ce soit dans Transformers, où en fait la passe canon est extrêmement plate. Dans la vraie vie, on va faire des passes canon beaucoup plus pentues, et surtout, eh bien, on va tirer les missiles avant de tirer au canon, c'est une question de logique, mais il semblerait que ce soit les mêmes conseillers dans SEALs à la télé. Où là, en fait, on vise une cible différente avec les missiles qu'avec le canon, le tout sur la même passe, et bien sûr, l'appui-feu dure quelques secondes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir sur ces missions en regardant ces images. Talk 01 is in hot. That's clear. You're cleared hot. Go hot. De l'appui-feu, je connais un petit peu. J'ai participé il y a maintenant 10 ans à la guerre en Irak. Notre objectif n'était pas l'invasion du territoire, c'était au contraire d'aider l'État irakien à leur demande à récupérer leur souveraineté territoriale à l'époque où il y avait Daesh qui y avait installé son califat. J'ai donc de nombreuses fois dû aider des forces spéciales au sol. Notre objectif, permettre à ces hommes et ces femmes de rentrer vivants à la maison. Et dans quelques minutes, vous connaîtrez la réalité de la situation vue du cockpit, et pas n'importe lequel, celui d'un A10. Mais le plus gros danger quand on fait de l'appui-feu, c'est de faire ce qu'on appelle un frat, un tir fratricide, en français dans le texte, de tirer vos bombes ou de tirer au canon sur vos alliés. Ça vous rappelle peut-être Jared. Alors c'est déjà arrivé, et pour éviter ça, on forme nos équipages à collecter la bonne information, à communiquer de manière efficace. Ce qui a été révolutionnaire avec le Rafale, c'est l'interface homme-système. Vous l'avez compris, de nos jours, il est peu probable que vous ayez faire une mission d'appui-feu en A10 ou même en Rafale. Néanmoins, avec cette fameuse guerre hybride qui est un petit peu partout, le nouveau champ de bataille est celui de l'information. Et un système, une application, un site web a pensé exactement comme les ingénieurs de Dassault et a décidé de créer une sorte d'interface homme-média pour vous aider à y voir plus clair. Il s'agit de notre partenaire du jour, Ground News, qui nous accompagne et qui est parfaitement aligné à l'état final recherché de cette chaîne, à savoir vous permettre de prendre du recul, d'avoir conscience des biais d'un côté comme de l'autre, et là, récupérer et condenser de la presse qui vient du monde entier, vous aider à identifier s'ils sont plutôt de gauche, de droite, s'il y a un biais, et encore plus intéressant, ce que je préfère, c'est ça, le blind spot. Comme ça, le matin, vous arrivez, ou quand vous souhaitez vous informer, vous regardez par exemple Israël-Gaza, vous regardez l'Union européenne, ou tiens, on va faire simple, on va faire la guerre russo-ukrainienne. Vous avez toutes les actualités, il y a 2320 articles sur ce conflit qui sont cadrés là par Ground News, et vous allez pouvoir voir les principales activités, très important, les angles morts. Quelles informations ne sont pas partagées par un type de presse? Quels sont les biais médiatiques? Le tableau de bord ressemble à ceci. Très intéressant pour y voir plus clair. En ce moment, ce qui peut vous intéresser également, c'est les tensions sino-japonaises. Et le fait de vous appuyer sur ce genre de source va vous permettre d'éviter des désinformations grossières qu'on peut retrouver sur Internet, comme certains relais de propagande qui disent par exemple que les avions chinois sont rentrés dans l'espace aérien japonais, là où en fait, ils ont pénétré à l'A10, ce qui n'est absolument pas la même chose d'un point de vue du droit international. Donc, si vous souhaitez creuser, vous le pouvez.
Ce que Ground News vous propose, eh bien avec le coupon ATCHUE, le lien qui est juste en dessous, c'est 40% de réduction de manière à finir l'année et commencer l'année prochaine avec la meilleure conscience de la situation possible. Ça vous évitera peut-être de faire un frat, comme on dit dans l'aviation de chasse. Et jingle. Roger, ball. Alors, nous allons parler d'appui aérien. Et ce qu'il faut savoir, nous sommes français, cocorico, le premier appui aérien a été effectué le 13 septembre 1915 par l'armée française. Pour ce qui est du premier bombardement piqué, au Nicaragua, avec des avions, des DH-4, des Marines, qui ont fait ce premier piqué qui, depuis, est devenu un petit peu emblématique de l'attaque au sol. Pourquoi? Eh bien parce que, avec le piqué, cela va vous permettre de mieux voir la cible, d'augmenter votre angle, ce qui va vous permettre, par exemple, si vous tirez le canon, d'avoir une précision supplémentaire. Si vous arrivez avec un angle plat, la dispersion des obus est beaucoup plus forte. Et également de réduire votre temps de vulnérabilité sous une altitude où l'adversaire pourrait vous engager avec de l'arme légère. C'est pour ça qu'on aime bien les piquer. 15 degrés, c'est souvent un peu le minimum. Alors, souvent, c'est 10 le minimum, 15 degrés, 20, 30. À mon époque, on s'entraîne jusqu'à 40 degrés, même si ça faisait débat. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Personnellement, je pense que si vous êtes très précis au canon, c'est ce qu'il faut. Pour ce qui est du bombardement en piqué, je suis obligé de parler des Junkers 87, des fameux Stuka, qui faisaient peur avec le bruit de leurs sirènes. Ils avaient des sirènes qui faisaient exprès du bruit. Et il faut bien le dire, l'A-10, c'est un petit peu le digne successeur du Stuka, du fait du bruit de son canon qui est assez unique et qui fait peur. C'est un avion qui a été produit par Fairchild. Son nom officiel, c'est Thunderbolt 2. Le 1, c'était le P-47. Là, on est sur le Thunderbolt numéro 2, que tout le monde appelle le Warthog, le phacochère. Alors, méfiez-vous des phacochères. Ils peuvent être très malins, très rapides, mais si vous êtes un rhino, vous avez quand même l'avantage. Le Rhino, c'est le surnom du F-18, du Super Hornet. Et notre A-10, c'est un avion d'attaque au sol, même s'il a des capacités pour se défendre à courte portée. N'envoyez pas un A-10 faire du combat aérien contre des avions modernes, ça va pas bien se passer. Toujours est-il, c'est un avion qui remonte, premier vol en 72, opérationnel à partir des années 75. C'est un gros avion, on a tendance à croire qu'il est petit, mais en fait il est gros, propulsé par deux moteurs General Electric des TF-34 qu'on retrouve également sur le F-3 Viking, 2 fois 4 tonnes de poussée. 715 ont été fabriqués, à vide 11 tonnes, comme le Super Étendard bien équipé, ou comme le Rafale à vide. Et il va quand même monter à 22,6 tonnes à la masse max, donc proche de celle d'un Rafale. Ils l'ont réfléchi autour du retour d'expérience du Sky Raider au Vietnam, et il y a une sorte de protection en titane pour le pilote. L'objectif, c'est qu'il puisse prendre des impacts de ZSU-23-4, ce fameux AAA, l'artillerie antiaérienne, et quand même revenir à la maison. Pendant la guerre du Golfe, la première, on a eu 6 aéronefs qui ont été perdus. Alors ça, c'est les cycles de pilotes. 1, 2, 3, hop, après 6, 7 pour par exemple, les changements de fréquence radio. Avec une majorité de pilotes qui ont réussi à s'éjecter. Mais par exemple, le dernier est décédé alors qu'il tentait de ramener son avion en panne hydraulique. Il est resté dans la machine. Toujours cette balance. Qu'est-ce qui est plus important? La survie de l'équipage ou ramener la machine? Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ces images qui sont disponibles sur Internet où nous voyons le collimateur tête haute, ce qu'on appelle le HUD, Head-Up Display, d'un A-10 dans une mission d'appui-feu. Nous avons deux A-10, Hog 1 and 2, leader et l'équipier. Vous allez voir, l'équipier va faire quelques petites bêtises. Et au sol, on a des troupes qui ont besoin d'aide. Donc en fréquence, vous allez avoir un JTAC ou un FAC, ça dépend, c'est des qualifications spéciales qui peuvent être amenées à demander l'ouverture du feu de la part d'aéronefs. Il faut une formation spéciale, et ils ont une responsabilité, notamment celle de s'assurer que c'est la bonne cible qui va être tapée. Donc il y a différents types de contrôles, mais généralement, il faut que la personne au sol voit l'ennemi à taper, voit l'avion qui est en train de s'axer pour le taper, et c'est lui qui va dire « cleared hot » qui va autoriser. Dans certains cas, on peut faire du casse où il ne voit ni l'un ni l'autre, mais le risque, c'est peut-être que l'A-10 est en train de pointer son canon sur vous. S'il a confondu position des alliés
position des ennemis. Ici, 322, c'est la vitesse en nœud de l'A10. Un A10, ça va pas très vite, hein, mais ça reste correct. Ici, on a son altitude. Et là, vous avez des degrés. 5 degrés nez bas, 10 degrés nez bas, 15 degrés nez bas. Et le cap, 340, 345, 350. Là, on est au cap 347. On a des informations sur l'horaire, c'est de l'heure UTC. Pour ça qu'à 6h14 du matin, en Afghanistan, il fait jour. Et après, vous avez des distances qui sont notamment des distances qui sont calculées soit par le système de navigation et d'attaque, soit par le radar directement. Vous allez dans votre système de navigation mettre ou renseigner la position de la cible adverse. Et après, vous avez votre vecteur vitesse qui va également vous aider à tirer. Allez, on commande tout ça. C'est parti. Hog 01, c'est donc le leader. Il est assez bas, il est descendu, c'est donc il n'a pas trop peur de se faire tirer dessus par un système solaire, que l'estimation de la menace est assez faible. On voit qu'il y a une sorte de lit de rivière. Vous avez le JTAC au sol qui dit I see his shape, donc il voit la forme en fait de l'ennemi, donc ça veut dire qu'il a une bonne identification visuelle de l'ennemi et il va donc pouvoir faire le type d'appui-feu qui lui permet à la fois de voir l'ennemi et à la fois de voir l'avion. Donc d'un point de vue règle d'engagement, ça lui permet d'expliquer que là ça s'apprête à être des frappes légales. Night Owl, Hog 01 has the white smoke in sight. Low pass, show of force confirmed that that's the enemy. Alors, vous avez le FAC au sol qui demande Bring it in. Il veut de l'aide de la part du A10. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des temps d'arrivée, au Vietnam, ils se sont rendus compte que pour qu'un appui-feu soit efficace, il fallait qu'il arrive en moins de 30 minutes. Dans les années 2000, on était plutôt sur du 90 minutes. Initialement en Afghanistan, 2001, 2002, 20 minutes. Et après, progressivement, les process se sont améliorés. Ils ont mis des avions en l'air, des patrouilles prêtes en l'air et c'est descendu à 12-10 minutes. Plus vous attendez, plus c'est critique pour les troupes au sol. Je vous rappelle que généralement, l'objectif est d'aider des troupes au sol qui se font prendre en embuscade, donc il faut aller extrêmement vite. Donc là, vous avez la personne au sol qui a besoin de cet appui-feu, mais quand le pilote du A10 arrive, il faut qu'il se crée sa conscience de la situation. Donc là maintenant, le pilote va communiquer sa conscience de la situation, va donc faire une communication à chaque fois, il va essayer de lever le plus de doutes. Donc là, il va lui dire qu'il voit de la fumée blanche, il a bien cette fumée blanche en visuel, qu'il fait un passage bas, il est descendu, là il a 4500 pieds, il est descendu pour pouvoir faire un passage bas, pour pouvoir s'assurer que tout est bien. Donc là on a 4500 pieds, c'est QNH par rapport au niveau de la mer. Je pense qu'il est plutôt dans les alentours des 330 pieds le R, je pense que c'est radiosonde, donc il fait un passage bas pour essayer de repérer la fumée, où sont les gentils, où sont les méchants, et là il essaye de s'assurer qu'il voit effectivement où il faut aller frapper. Là, on a le FAC qui a envie, qui lui dit « Put guns on that target, damn it ». Donc, il fait un juron, il dit « Vas-y, là, envoie ». Personnellement, ça m'est arrivé de me faire insulter en fréquence par des personnes au sol. Il faut avoir conscience que leur réalité n'est pas celle du pilote assis dans son fauteuil avec la climatisation ou le chauffage. Ils sont en train de se faire tirer dessus, on entend les bruits derrière, c'est normal qu'il y ait de l'émotion. Là, il n'y a pas de perte au niveau des alliés, mais des fois, vous avez le collègue qui tombe, les camarades qui tombent autour. Donc forcément, le temps que le pilote met à prendre la conscience de la situation et à pouvoir ouvrir le feu, c'est toujours trop long pour le client, qui est les forces spéciales au sol. Ensuite, là, on a eu notre passage bas. On a eu notre passage bas, ça part en virage. Ça part en virage vers la droite et en fait il va faire ce qu'on appelle une noria. C'est comme un circuit d'aérodrome, un circuit d'atterrissage. Vous avez la cible qui est là, ça monte, ça va en vente arrière, ça va se représenter, ça va piquer et ça va tirer. Et donc il va faire cette noria, ce qu'on appelle une noria canon. Et pendant qu'il manœuvre sous facteur de charge, il fait un collationnement, il fait même un backbrief, il va s'assurer qu'il a la bonne conscience de la situation, donc il va réexpliquer ce qu'il comprend aux troupes au sol pour s'assurer qu'il ne s'apprête pas à traiter les mauvais objectifs.
Il est monté un petit peu en altitude par rapport au sol. Là, il est en vente arrière, il a fait son collationnement, la personne au sol est indisponible pendant quelques secondes, ne peut pas lui parler. Et donc là, maintenant, il est en vente arrière, il doit gérer sa patrouille. Où est mon équipier? Donc, il demande à son équipier, où es-tu? Parce que pendant ce passage bas, il n'a pas pu surveiller son équipier, et là, il a peut-être jeté un coup d'œil, il ne le voit pas. Et donc là, il demande à l'équipier en gros où est ta position, et il lui répond, il dit, hop, je suis derrière, je change d'aile. Et donc là, son équipier va lui dire, j'ai visuel, c'est-à-dire je te vois, donc je gère un anti-abordage, je passe à droite, et il a dit, je ne vois pas la smoke, je ne vois pas la fumée qui a été mise par les forces spéciales au sol, et donc il n'est pas ce qu'on appelle tally target. Là, si on lui demande d'aller taper, il ne peut pas le faire, il n'a pas vu la cible. Ordre du leader qui lui dit copy that, j'ai bien reçu, cover, qui est un ordre qui veut dire je te veux en couverture, tu vas rester haut, et en restant haut, tu vas surveiller d'éventuels départs missiles. Donc c'est une consigne vers son N-1, vers son équipier, ok, j'ai besoin que tu fasses telle tactique. On va en reparler parce qu'il ne va pas le faire. À ce moment-là, l'équipier répond 2, et dans la foulée, ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes écoutent plusieurs fréquences. Vous avez la fréquence avec les forces spéciales, l'interpatrouille, et également les fréquences avec le contrôle aérien militaire, et des fois, moi c'était mon cas, le contrôle aérien civil. Donc vous vous y retrouvez en mettant des potards, comme on dit, sur des volumes différents. Là, on est sur un cas où forcément, c'est toujours comme ça, vous avez des messages d'information qui viennent sur les fréquences qui ne vous intéressent pas forcément, vous les coupez ou vous baissez le volume, mais normalement, il faut garder la conscience de la situation dessus, mais là, c'est clairement pas la priorité. Là, il est en train de s'éloigner, hein. Son système est prêt, il a le canon, il part en virage. Donc là, c'est la fin de la vente arrière. Donc là, on a le client au sol de FAC qui lui dit « mets des obus sur ce bâtiment », il lui donne la position par rapport à la fumée, et il lui donne également la position des friendly, il lui demande s'il a bien reçu. Là, vous voyez qu'il est à 280 nœuds, forcément dans le virage, il y a du facteur de charge, donc ça traîne un peu plus. Là, il lui dit, là, on s'apprête à aller dedans, hein. Il lui dit qu'il a bien tout compris. Il lui fait son collationnement final, son système est prêt au tir, il est armé, et là, ça va pas tarder à y aller, ça va s'accélérer. Friendly's in sight, building in sight. Friendly's in sight, il voit les amis. Building in sight, il voit du coup la cible qu'il doit taper. South to north, run in hot. Du sud vers le nord, et on voit au niveau de son cap, voilà un cap 350, running donc in hot c'est j'y vais avec tout qui est armé. Il a un peu dégradé sa vitesse de manière à ne pas prendre trop de vitesse lors de son piqué, là on est avec la 10 sur des passes quand même plutôt basses, hein. C'est passes Transformers, mais quand même vous allez voir, il y a quand même de l'angle. Et 280 nœuds, il vient s'axer, c'est parti. Donc là vous voyez qu'il fait une passe à 9 degrés, la vitesse, ça tire une première fois, il s'est annoncé in hot, ça veut dire qu'il est prêt et il a l'autorisation d'ouverture de feu, go hot, et grosse spécificité de la 10, il va faire un repod, il va appuyer 2 fois de suite, le carré noir veut dire qu'il ouvre le feu. On voit les obus qui explosent, correction, deuxième passe, plus courte, et ça tire du facteur de charge, ça dégage. On l'entend souffler. Guns good, ce qui veut dire c'est au bon endroit et le FAC est content. Il collationne. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Important, hein, on voit avec ses oreilles dans l'aviation, Hawk 2 in hot. On a le 2 qui à aucun moment n'a dit qu'il avait le visuel de la cible, qui était tally target, qui commence son piqué pour ouvrir le feu. Et là, en tant que leader, c'est le moment où vous faites preuve de zénitude et de contrôle à la radio sur le ton de votre voix pour ne pas laisser entendre à votre équipier que ça vous énerve, qu'il n'ait pas respecté la consigne. Petit temps de réflexion et de calme de la part du leader avant de corriger son 2. Dude, I said cover. Donc il le dit très gentiment.
de manière informelle, dude, qui est vraiment cette expression américaine, I said cover. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont ensemble, bonne relation, mais c'est pas du tout la consigne qu'il lui a donnée. Donc là, c'est un réalignement. Le collègue a voulu aller faire sa frappe, il lui a dit non, c'est pas ce que je t'ai dit cover, qu'il avait collationné tout à l'heure. Donc là, en fait, on est sur une faute de la part de l'équipier. Et donc là, le 2 a non two's off. Alors, c'est pas piss off, comme on peut voir dans certaines traductions qui voudraient dire qu'il insulte son leader. Non, c'est two is off, c'est une annonce standard. Il était in et là, il est off. Et d'ailleurs, vous remarquerez, le FAC à aucun moment ne l'a autorisé à ouvrir le feu. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a tout petit peu attendu le leader pour s'assurer de ne pas parler en même temps que le FAC si le FAC voulait à tout prix qu'il tire. Là, après, c'est la guerre. Des fois, on est obligé de s'adapter. Mais là, c'était pas ce qu'il attendait de son équipier. Et donc, il lui dit cover, tu remontes. Pendant ce temps-là, il continue son circuit. Et donc là, il dit qu'il va monter un petit peu pour voir, pour justement prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation. Collationnement de la part des troupes au sol et on grimpe. On va passer bientôt 1000 mètres sol. On les voit ici, là. Et donc là, il a fait son tir. Maintenant, ce qui l'intéresse, c'est savoir le statut des troupes au sol. Il veut savoir comment ils vont. 0 perte chez les alliés. Du coup, il demande est-ce que vous prenez toujours, vous tirez toujours dessus. Il relance de la fumée, stand-by. Le problème de la fumée, c'est que vous avez la fumée qui peut être faite par un fumigène pour marquer une position ou la fumée qui peut venir d'un feu. Et justement, là, c'est la discussion qu'ils ont, ils voient la fumée qui vient d'un feu. Vous remarquez que la vitesse est beaucoup descendue, elle est en train de monter. Et donc, on n'est pas avec des capacités de manœuvre pour le A10 qui sont incroyables. Encore une fois, l'Afghanistan, c'est haut. On est à 8300 pieds QNH, donc on est quand même plutôt assez haut, hein, alors qu'on n'est qu'à même pas 1000 mètres seul. Là, on est gentiment en train de tourner. Donc là, en gros, il est repassé vertical la cible, cap au nord. Et donc là, maintenant, il fait son circuit sans piquer. Et ça monte ça. Donc là, maintenant, nouvelle demande de la part du FAC au sol. Ils se font toujours tirer dessus. Donc, il veut une nouvelle attaque sur la même cible. Ok, donc là, ils se font un Tolkon. Donc, par rapport à la fumée, où doit être la frappe? Et donc là, le contrôleur lui dit, par rapport à la fumée, avec la fumée comme référence, sud 200 mètres. Hog 01 copies, confirm another south to north run in. That's a good copy. South to north run in. Il lui demande de confirmer, tu veux bien que je vienne du sud en remontant vers le nord? C'est confirmé, on garde le même axe d'attaque. L'axe d'attaque a un impact sur les risques. Là maintenant, le leader s'intéresse à son équipier, veut savoir s'il a conscience de la situation, donc il lui demande s'il voit la fumée. Okay, do you see the building due south of the smoke, about 100 meters, a series of buildings? Contact. That is our target. Il lui fait ce qu'on appelle un Tolkon sur la cible, donc pour maintenant pouvoir avoir le 2 qui ouvre le feu également, ce qui est bien pour le 2 et surtout bien pour la gestion des munitions dans la patrouille. Il prend le temps là de lui faire donc ce Tolkon, de s'assurer que son équipier ait contact visuel avec la cible. Maintenant, ça va lui permettre de faire ce qu'on appelle du shooter-shooter, les 2 à 10 qui, l'un après l'autre, ouvre le feu, ce qui fait pas une permanence complète de feu, mais quasiment pour les adversaires au sol, ce qui les empêche de bouger, d'être offensifs et ce qui peut être très efficace d'un point de vue militaire. Le virage, ça descend. Donc là, il fait son annonce standard à chaque fois quand il vient sur l'axe final de l'attaque. Il voit les amis, il voit les ennemis, il est in hot, donc prêt à tirer, il attend l'autorisation. On voit que le Master Arm est là
Et ensuite, derrière, from the south, comme ça, il dit d'où il arrive. Et à ce moment-là, le contrôleur au sol regarde vers le sud, doit voir la 10, qui met son nez dans la bonne direction et va lui dire « clear dot ». Clear dot, parfait. Et là, il faut un shooter-shooter. Donc tout de suite en terme, l'équipier, c'est ce que ça veut dire. Ils vont y aller l'un après l'autre, ils vont ouvrir le feu. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a différents angles d'attaque. Là, on est sur un angle d'attaque beaucoup plus fort, plus présent s'il y a une menace. Mais là également, c'est parce que tout à l'heure, je pense qu'il n'avait pas forcément trop l'énergie pour remonter. Il a voulu aller vite. Là, on est sur quelque chose de plus standard auquel moi, j'ai été habitué sur Super Étendard ou sur Rafale. Et donc là, ça pique, tout va aller beaucoup plus vite. Du coup, il faut être rapide. Ça tire direct. Vous avez vu, il n'y a pas le temps de discuter. Ça corrige et ça tire. Paf, paf. Il en remet un petit, et là il y a un CCIP invalide, c'est un petit problème de commande de tir. Il dégage, et ce coup-ci il dégage à gauche, là où tout à l'heure il dégageait à droite. Généralement on aime bien dégager à gauche à cause des rebonds en fait des obus. Et là derrière dans la foulée, on a son équipier qui s'annonce in, et donc on attend maintenant l'annonce clear dot de la part du FAC. Et donc là, le FAC corrige le tir, il veut l'impact des obus 100 mètres au nord par rapport à ce qu'a fait lead 1. Lead c'est là, lead 1 c'est pour qu'il n'y ait pas de doute, donc 100 mètres au nord, et pendant qu'il est en train de piquer, le 2 il doit faire la correction, il devait sûrement viser plus bas, donc c'est plus facile dans ce sens-là, il lève un peu le nez, et pendant ce temps-là, vous voyez qu'en fait le leader il repart vers la droite, en fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle un jink. On peut voir par exemple là, il y a de grandes chances qu'il ait lancé également des leurres infrarouges de manière préventive. Ces types de leurres contre des missiles solaires, vous aimez les envoyer de manière préventive parce que ça dégoûte en fait, ça dissuade l'adversaire de vous tirer dessus parce qu'il ne sait pas si son autodirecteur accroche vos réacteurs ou accroche vos leurres. C'est ce qu'on appelle du leurrage préventif. On est remonté à 3500 pieds sol. Good guns pour le 2. Donc le fait qu'il fasse shooter-shooter, ça permet de bien corriger le tir. Il a récupéré toutes ses indications de tir, pas de souci, et ça va pas tarder à repartir en virage normalement. Là, il demande est-ce que tu veux qu'on revienne pour ouvrir le feu ou est-ce qu'on se met en attente. Donc là, stand-by. Vous voyez, par rapport à Hollywood, il y a beaucoup plus de temps entre les frappes, c'est-à-dire que la temporalité n'est pas la même. Maintenant, dans le cockpit, ça va à Mach 25. Vous voyez, il y a vraiment des phases où ça s'accélère, mais la réalité est qu'une mission d'appui-feu, ça se briefe, ça se prépare, on regarde, on assesse. Et pour s'assurer que les obus vont au bon endroit, c'est beaucoup plus de communication que ce qu'on peut voir dans les films ou les séries. Le pilote est remonté. Vous voyez que de base, on est plutôt haut. La première passe était vraiment pas standard, pas classique. Mais encore une fois, c'est la guerre. On a le droit de dévier par rapport à la norme si besoin. 200 nœuds, hein, c'est pas un avion qui va très vite. Voilà, donc là il fait un truc pas tout à fait standard, il se refait une passe, pourquoi? C'est pour vérifier son système de navigation et vérifier qu'il a les points au bon endroit. Alors juste avant, on va le voir, vous voyez qu'il y a un petit point, et ça là, c'est à 15 degrés, il fait une passe. Ça, voilà, il a bougé le point. En fait, c'est son point de référence, qui est un point dans son système de navigation et d'attaque, c'est un point qui va lui permettre derrière de mieux gérer où se trouve la cible et également, pourquoi pas s'il a un pod, de mettre son pod dessus. Donc des fois, on fait des passes comme ça de manière à recaler un petit peu notre système de navigation et d'attaque qui a tendance à dévier à cause des virages, à cause de la rotation de la Terre, à cause de plein de choses. Donc voilà, ça c'était de l'appui-feu réel, comme on le faisait il y a 20 ans. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qui s'est fait pendant le Vietnam, pendant toutes ces guerres. Et désormais, vous avez également du digital CAS,
Ou plutôt que de parler à la radio, on peut envoyer des sortes de SMS. On avait commencé à faire ça en super étendard. On avait une tablette dans l'avion et on recevait des consignes, ce qu'on appelle des 9-9. Donc pour pouvoir faire une frappe, normalement vous avez un briefing sur 9 lignes différentes. Il vous faut toutes les informations. Donc vous allez rentrer toutes les informations. Une fois que vous avez toutes ces infos, vous pouvez ouvrir le feu. De manière générale, là c'était du canon. Il faut donc avoir visuel pour le pilote de la cible. Vous pouvez sinon faire des tirs laser, une bombe par une bombe, ou alors faire des tirs avec de l'armement GPS. L'avantage de l'armement GPS, moi par exemple j'en faisais en A2SM, c'est on va vous donner 4 cibles à traiter d'un coup, vous réglez tout, vous collationnez, vous lisez les coordonnées que vous avez mis directement dans les bombes au contrôleur qui vous les vérifie, et vous autorise à tirer. Et depuis le palier, vous envoyez vos bombes, vous faites la salve, tu les sens partir, et après vous surveillez au pod. Si c'est de l'armement guidé laser, c'est un travail qui est un peu différent. Si ça vous intéresse, on pourra en parler sur la chaîne. Maintenant, j'espère que ce que vous avez bien compris, c'est l'importance de la communication, l'importance du collationnement radio, du back brief. En tant que leader, cette charge de travail très variable, en fonction des moments où vous devez à la fois gérer votre client, les forces spéciales au sol, et votre N-1, votre équipier, qui ne fait pas toujours ce qu'on lui briefe. Quand vous le reprenez, ne pas le vexer non plus. Le dude était là volontairement pour essayer d'assouplir un petit peu la remarque. Vous pouvez avoir un équipier qui fait sa première mission de guerre, il veut bien faire. En tant que leader, vous devez toujours avoir la conscience de la situation. Vous êtes responsable de votre équipier. C'est très important. Et votre but, c'est d'en faire à terme un leader. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous aussi avoir votre interface Home System qui marche super bien par rapport aux informations, vous avez le lien juste en dessous avec Ground News. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire, à la liker. Ça aide au niveau de l'algorithme. Et je vous dis à très vite. Pourquoi pas à la rentrée dans votre entreprise. Et surtout, excellente fête. Fly safe. Et on va pas se mentir, j'adore la scène d'appui-feu dans Transformers. Allons se l'armer un petit peu. Receiving radar, Jamie in the vicinity of target.